Eh bien, bonjour, bienvenue sur parisnormandie.fr, sur PNTV. Aujourd'hui, l'invité de la rédaction est Damien Adam. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Député de la première circonscription de Seine-Maritime. En effet. Député de la République En Marche, pour ceux Aussi. qui ne le sauraient pas encore, quand même, même si vous avez été élu en 2017. Les vacances ont été courtes pour le gouvernement, la rentrée est parsemée d'embûches aussi pour les parlementaires, puisqu'il y a des sujets chauds qui sont sur la table. Mais commençons quand même par un petit sujet là, qui nous intéresse de près, puisque c'était lundi la rentrée scolaire. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu une rentrée scolaire aussi apaisée, notamment en Seine-Maritime et dans l'Eure, dans notre région, où il y a eu peu de couacs. Comment vous l'expliquez, cette rentrée dans le calme, hein? Écoutez, parce que simplement déjà nos réformes sont en train de porter leurs fruits. Il y a Parcoursup, comme vous le savez, qu'on a voté il y a 2 ans, qui cette année s'est passé sans anicroche particulière, ce qui veut dire que la réforme s'installe durablement. Il y a aussi les apprentis, où on a fait une belle réforme il y a un peu plus d'1 an et qui rentre pleinement en ligne de compte, avec une augmentation de plus de 8% du nombre d'apprentis. On bat un record du nombre d'apprentis en France. Et vous le savez, ceux qui sont en apprentissage, ce sont ceux qui demain auront des compétences, des expertises et une capacité à être employable qui est la plus forte en France, quasiment la même chose que pour les ingénieurs. Donc c'est des choses très importantes. On est aussi en train de dédoubler les classes de CP et de CE1, vous savez, de limiter à 12 élèves par classe dans les zones REP et REP+. C'est par exemple 37 écoles rien qu'à Rouen qui sont concernées. Vous avez fait votre rentrée, vous, par exemple, lundi? Oui, j'ai fait une matinée à Desvillers-les-Rouen pour découvrir l'ensemble des écoles primaires et maternelles. Et l'après-midi, j'étais dans les Hauts-de-Rouen, dans une école avec monsieur le maire. Et donc, on dédouble ces classes. Donc, c'est 20% des élèves de France qui sont concernés pour les classes de CP et de CE1. On a étendu cette promesse-là aux grandes sections de maternelle et ce sera effectif d'ici 2022 en fonction des recrutements de nouveaux professeurs et de la formation de ces professeurs. Avec l'idée aussi que pour ceux qui ne sont pas en REP et REP+, on puisse aussi avoir une limitation du nombre d'élèves par classe à 24 pour grandes sections de maternelle, CP et CE1. Il y a également, à cette rentrée, la réforme du baccalauréat qui rentre en ligne de compte. Donc voilà, plein de choses sur l'école. Et évidemment, un sujet qui est extrêmement important et qui nous est très cher à La République En Marche, c'est l'école inclusive, le fait d'inclure les élèves en situation de handicap parmi les élèves et dans les écoles. Et rien que pour ça, on a recruté 200 accompagnants de plus dans le département, ce qui nous fait atteindre 900 accompagnants dans le département. 900 accompagnants, chaque accompagnant, donc AVS ou AESH, accompagne 1 à 2 élèves en situation de handicap. Donc c'est vraiment un effort qui est très important pour faire en sorte qu'on puisse avoir une école inclusive et une école beaucoup plus efficace pour que les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter et savoir-être et savoir-vivre dans la société puissent vraiment être intégrés par nos élèves. J'imagine que dans les Hauts-de-Rouen, vous avez pris le pouls auprès des enseignants. Quel est leur sentiment sur le dédoublement justement des classes, hein, Écoutez, à toutes les personnes à qui on pose la question, qu'ils soient en zone d'éducation REP ou REP+, à 12 ou ceux où le nombre d'élèves est limité à 24, ils disent que c'est quand même beaucoup plus agréable pour pouvoir mener à bien les apprentissages qu'ils sont demandés par les élèves et qu'on identifie beaucoup plus les élèves en difficulté et qu'on peut plus facilement aller regarder avec cet élève-là, rencontrer la famille et essayer vraiment d'avoir un projet pédagogique pour l'ensemble des enfants. Là, on a parlé des tout petits. Là, on va parler maintenant avec des plus âgés, on va dire. On va pas parler des seniors, on va parler de la réforme des retraites. Depuis hier, Édouard Philippe reçoit à Matignon les partenaires sociaux. Il y a encore un round de discussion encore aujourd'hui. Oui. Ça dure encore aujourd'hui, vendredi. Ce n'est que le lancement, parce qu'après Voilà, ça va durer plusieurs mois. Mais bon, bien sûr, il y a eu 18 mois de travail avec le rapport de Levoy. Gérald Darmanin a parlé encore d'1 an peut-être de consultation. Comment vous abordez-vous en tant que parlementaire les futurs débats? Et il y a un sondage qui est paru hier, fait par Odoxa pour le Figaro, qui indique que 67% des Français pensent que le gouvernement n'arrivera pas au bout de sa réforme, n'y parviendra pas. Vous, quelle est votre conviction? C'est pas une conviction. Je veux dire, on a pris un engagement devant les Français en 2017 de réformer le système des retraites. On s'y tiendra, on le réformera. Là-dessus, il faut avoir à l'esprit quelle est la situation. Aujourd'hui, le système, il est inégalitaire, puisqu'on a 42 régimes de retraite différents qui permettent d'avoir des règles différentes. Donc ça, et les Français nous disent, c'est injuste, il n'y a pas d'équité, on veut cette équité. Et ensuite, on voit que dès la semaine prochaine, il va y avoir des mouvements sociaux sur les régimes spéciaux. J'y reviendrai. Voilà. Et en plus de cette inégalité, on a en plus un problème de confiance. Les gens de ma génération et les gens qui viennent après, ils ont l'impression qu'ils n'auront pas de retraite. On n'a pas l'impression que c'est un discours qu'on entend depuis 10 ans, 20 ans, que les générations, les gens qui sont nés en 70, en 80... Vous avez complètement raison. Ont intégré le fait, moi, est-ce que j'aurai une retraite? Je n'en aurai pas. Vous avez raison, et c'est d'autant plus étayé comme point de vue par le fait que depuis 91, il y a eu 5 réformes de retraite successives. Mais à chaque fois, ça a été des réformes où on a touché à
à quelques-uns. Parce qu'on sait que si on touche à l'ensemble du système, c'est un peu plus explosif, c'est évident. Donc on a un jour, on a touché à la fonction publique, une autre fois au régime général, en repoussant l'âge de la retraite ou en augmentant le nombre d'années de cotisation. Donc nous, on a dit, on va changer complètement de logique. On veut faire la dernière réforme de retraite, celle qui permettra ensuite au système, en 2025, d'être égalitaire, que tous les citoyens aient les mêmes règles, quelle que soit leur situation, même si leur taux de cotisation peut différer en fonction de son métier, et aussi, surtout, un système qui soit équilibré financièrement. Ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, chaque année, l'ensemble des cotisations de retraite qui sont payées par les Français qui travaillent ne permettent pas de couvrir 100% des pensions qui sont versées aux Français. Et si cette situation continue, on sera face à un grave problème. Et donc nous, on a dit non, ça ne nous convient pas comme situation, parce que si on veut justement donner de la confiance à ces personnes qui aujourd'hui ont peur de ne pas avoir de retraite, il faut absolument qu'on ait un régime de retraite qui soit équilibré. Donc notre objectif, c'est qu'en 2025, quand notre réforme commencera à porter ses effets, le système soit équilibré, sachant que ça commence en 2025 pour les gens qui sont nés en 63, ça ne concerne pas tous les retraités, et qu'ensuite il faudra 15 ans pour que l'ensemble du système soit complètement universel. Donc vous voyez, entre 2025 jusqu'à 2040, on n'est pas dans une réforme qui est une petite réforme, et surtout qui doit inquiéter les Français. Mais est-ce que le message est facile à faire passer de dire aux Français, la durée de vie s'allonge, voilà, toutes les statistiques, toutes les études le démontrent, et de dire, donc vous allez devoir travailler beaucoup plus. Mais je pense que la plupart des Français à qui vous posez la question comprennent bien qu'effectivement, vu que l'espérance de vie s'améliore, y compris l'espérance de vie en bonne santé quand on est à la retraite, évidemment, on peut imaginer un système où, puisqu'on ne veut pas faire augmenter les cotisations sociales sur les retraites, qu'on a beaucoup plus de personnes qui ont une espérance de vie plus importante. Le système, pour qu'il soit équilibré, effectivement, il faut ajuster certains paramètres. Et donc nous, on dit on veut associer cette réforme à une réforme complètement du système entier pour redonner de la confiance et qu'on puisse faire la même chose que ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale quand on a instauré la sécurité sociale et le système d'assurance retraite. Il faut quand même se souvenir que ça avait été fait pour donner de la confiance dans les Français et leur capacité à se dire on relance l'économie, on fait les enfants, on a confiance dans l'avenir et on recherche du travail et on s'investit dans la société. Et donc là, on est face à la même situation, on doit vraiment réfléchir au système de retraite pour les 70 prochaines années. Et les calculs qui ont été faits, les prévisions qui circulent en disant que demain, on toucherait une retraite dévalorisée par rapport à aujourd'hui. Vous les confirmez, vous les contestez, ces chiffres qui sont... Non mais ça, la situation que vous décrivez, c'est le cas avec le système actuel. Et demain aussi, sur les compte tenu des réformes qui ont été faites successivement, effectivement, les syndicats et les gouvernements successifs ont accepté qu'il y ait une baisse du niveau de pension par rapport au dernier salaire qu'on a observé. Donc nous, on a dit, il faut mettre de l'équité dans le système. Faire en sorte que, par exemple, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, quand il est à la retraite, il puisse avoir une retraite minimum qui correspond à 85% du SMIC, à 1 000 euros. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, mais qui a été au niveau du SMIC, par exemple, potentiellement, il a une retraite de 940 euros. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie, il aura une retraite de 900 euros. Une différence de 40 euros entre quelqu'un qui n'a jamais travaillé et quelqu'un qui, tous les matins, s'est levé, s'est mobilisé, a travaillé avec acharnement pour pouvoir se payer une retraite. Une différence de 40 euros, vous trouvez ça juste ? Moi non, le président non plus. C'est pour ça qu'à partir avec cette réforme, on installera ce régime de 85% du SMIC pour toutes les personnes qui ont travaillé toute leur vie. Lundi, on attend aussi des annonces de Agnès Buzyn concernant la crise dans les urgences. Est-ce que vous comprenez, j'imagine que vous êtes sur la circonscription de Rouen, j'imagine que vous êtes allé voir les urgences au CHU de Rouen, bien sûr, le plus grand établissement hospitalier de Seine-Maritime. Est-ce que justement vous avez pris le pouls? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez entendu? Et est-ce que vous comprenez que cette crise, quand même, elle s'enlise? Ça fait des mois que les systèmes d'urgence, on voit que dans les petits hôpitaux de Seine-Maritime, de l'Eure, de toute la Normandie, tous les systèmes d'urgence sont quasiment en grève. Comment on peut arriver à un système comme ça qui s'enraye et où les gens, finalement, sont en colère et puis ça dure, et ça dure, et ça dure? Alors, la situation, c'est quoi? C'est que le nombre de personnes qui vont aux urgences a doublé en 20 ans. Oui, on connaît le mal. Mais oui, non, mais attendez. Le problème des médecins généralistes. Mais sauf que c'est un problème structurel, si vous voulez. Donc, on ne sait pas avec un coup de baguette magique qu'on pourra régler le problème. Donc, le nombre de passages dans les urgences a doublé, donc il y a forcément un moment où on atteint un niveau de rupture. Je pense que ce niveau-là, il est en train d'être atteint parce que
On voit bien qu'il y a une désertification médicale de plus en plus importante, qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à payer un rendez-vous chez le médecin et qui préfèrent passer par les urgences plutôt que d'aller chez leur médecin généraliste parce qu'ils n'ont pas forcément de tiers payant ou même pour les spécialistes, etc. Qu'il y a même des gens, pour avoir des ordonnances, et on passe par les urgences plutôt que de passer par un médecin. Du coup, on voit bien que le système aujourd'hui, il est un peu imparfait. Donc il faut l'améliorer. Et c'est pour ça que, pas cette semaine ni la semaine dernière, le ministre de la Santé a mis en place une mission d'information avec notamment un député qui est un ancien médecin urgentiste qui s'appelle Thomas Mesnier pour réfléchir à des propositions pour modifier le système et faire en sorte qu'effectivement on puisse répondre à ce goulot d'étranglement du service des urgences puisque voilà, tout converge vers ce système et il y a un moment donné où les urgences effectivement ne peuvent pas assurer l'ensemble des services qui leur sont demandés avec des personnes qui attendent parfois plusieurs jours pour pouvoir être pris en charge dans certaines urgences en France. Enfin, le système, il est vraiment déshumanisé dans cette situation-là. Et donc, cette mission, elle existe depuis quelques mois. Elle va rendre effectivement ses préconisations la semaine prochaine et Agnès Buzyn profitera pour annoncer des mesures complémentaires à ce qui a déjà été annoncé lundi dernier, avec des mesures qui semblent... Vous savez ce qu'elle va annoncer lundi prochain ? Je ne sais pas du tout ce qu'elle va annoncer, mais en tout cas, je profiterai de ces annonces pour revenir auprès des urgences, notamment de Rouen, pour voir un peu comment ils voient les choses. Et on travaillera à ces mesures et à voir ce qu'il faut faire et dans quel calendrier on peut les mettre en place. Mais il est évident que je ne peux pas vous dire que la semaine prochaine, le 10 septembre, tous les problèmes seront réglés. Ça va prendre du temps, ça va prendre peut-être des mois, voire des années pour restructurer le système de santé, augmenter le nombre de médecins. Et c'est pour ça qu'on a modifié le numerus clausus, qu'on l'a augmenté pour pouvoir avoir beaucoup plus de médecins qui soient formés et faire en sorte qu'on puisse agir sur la médecine généraliste, voire aussi sur les centrales d'appel pour faire en sorte que les gens aillent pas forcément aux urgences pour des trucs qui ne sont pas pour des problématiques qui ne sont pas liées à celles des urgences mais qui peuvent être traitées en pharmacie ou chez un médecin généraliste. Donc là-dessus, on a pris vraiment le sujet à bras le corps. On comprend complètement parfois la détresse des infirmières dans les urgences et également des médecins, parce qu'effectivement, je pense que quand on a fait médecine, on a fait ça pour soigner les gens, pas pour traiter des dossiers ou pour faire ça à la chaîne. Donc il y a effectivement une situation qui est compliquée, sur laquelle on est vraiment mobilisé pour faire en sorte pour résoudre la difficulté aujourd'hui, même si ça prendra évidemment plusieurs années. Autre sujet aussi qui agite aussi pas mal les débats, François Hollande avait provoqué une large crise de société avec la réforme sur le mariage pour tous. Vous avez décidé, vous, d'engager le débat sur la PMA pour toutes. D'ailleurs, François Hollande avait, dans son livre, il l'a dit, il l'a répété depuis qu'il n'est plus aux affaires, qu'il avait regretté justement de ne pas aller au-delà et d'avoir mené cette réforme-là. Est-ce que vous comprenez que ce sujet puisse encore diviser aujourd'hui les Français et les Françaises ? Je n'ai pas l'impression que ce sujet divise vraiment l'ensemble de la société française. Il y a des personnes qui ont des questionnements, et c'est légitime. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu tout un processus de décision pour en arriver à cette loi de révision des lois bioéthiques qui comprend la PMA, mais il n'y a pas que la PMA, il y a aussi le sujet de la filiation, de la conservation des gamètes, donc des ovules et des spermatozoïdes, pour pouvoir prévoir éventuellement des enfants plus tard. Enfin, il y a plein de sujets qui sont traités dans cette loi. Après, si vous voulez, la PMA, c'est pas le mariage pour tous. La PMA, aujourd'hui, ça existe. Les couples hétéros en France peuvent avoir recours à la PMA. Nous proposons, et nous allons faire voter, la possibilité de pouvoir étendre cette autorisation aux couples de femmes et aux femmes seules. C'est pas une révolution copernicienne, si je puis dire, c'est juste voilà, une extension d'un droit et simplement la mise en place d'une égalité là où aujourd'hui il n'y en avait pas. Parce que en fonction de votre situation, de votre sexualité, vous n'aviez pas les mêmes autorisations, ce qui était profondément injuste. Les médecins spécialisés disent qu'il risque d'y avoir quand même des pénuries au niveau des dons de spermatozoïdes, des dons d'ovocytes. Il y aura peut-être une rupture et des problèmes d'accès à cette PMA. Le fait de l'ouvrir, après, il y aura le problème des donneurs. Ça, effectivement, ce sera peut-être un sujet, la problématique des dons de spermatozoïdes. Mais en tout cas, l'autorisation légale sera possible et on évitera ces situations ubuesques où des Français sont obligés d'aller à l'étranger pour pouvoir avoir recours à une PMA alors qu'on pourrait tout à fait l'avoir en France. Et donc voilà, on met fin à cette injustice et je pense que les débats vont se passer de manière assez sereine.
Il y aura des gens qui vont manifester sans aucun doute, mais ça n'empêchera pas d'avoir des débats vraiment de fond, pas tellement sur pour ou contre la PMA, parce que maintenant j'ai l'impression quand même qu'il y a une grande partie des Français, quand on regarde les sondages, qui semblent être plutôt pour cette extension de la PMA à l'ensemble des cas de figure pour les femmes. Et surtout, on se pose vraiment des vraies questions scientifiques sur des points très techniques. On n'est pas du tout dans le même débat idéologique que pour le mariage pour tous. Demain, on est samedi. Oui. On a vu refleurir ces derniers jours quelques panneaux, quelques affichages. On reparle un petit peu du retour du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, que vous comprenez? Le président, pendant l'été, il a un petit peu infléchi sa position. Il a dit des choses un peu plus apaisantes sur ce mouvement-là. Ça n'a pas empêché des permanences de députés, notamment, d'être tagués, d'être attaqués, agressés, notamment Seine-Maritime, Vauquelin, Stéphanie Kerbar, Sierra Silla ont été victimes de ces agressions et dans l'heure, n'en parlons pas non plus. Comment vous voyez l'évolution? Est-ce que vous pensez que le climat est quand même plus apaisé dans cette rentrée ou vous craignez quand même un retour de cette contestation sociale qui a marqué ces derniers mois en France? Ce qui est certain, c'est qu'avec cette crise des Gilets jaunes, il y a vraiment une prise de conscience des parlementaires, de la majorité, de l'opposition, des membres du gouvernement, du président de la République, qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus en capacité d'aller au-devant des personnes, des citoyens, pour leur expliquer vraiment la politique que nous menons et rendre concrète cette politique. Ça a été le fruit de cette prise de conscience, ça a été les annonces du mois de décembre dernier qui portent leurs fruits. Si on prend par exemple la prime d'activité qu'on a augmentée pour 2 millions de personnes, il y a une direction française qui sort une étude aujourd'hui qui indique que le taux de pauvreté, grâce à la mise en place de ces mesures, est en train de baisser en France. De manière importante, je crois que c'est plus de 8,4% de baisse. Donc là, c'est vraiment, ça a eu des effets qui sont très concrets. Les heures supplémentaires sans charge ni impôt, ça a des effets très concrets sur le pouvoir d'achat des Français. On est aussi en train de travailler sur les maisons France Service, vous savez, sur l'accès des services publics en ruralité, mais également en périurbain, pour remettre les services publics là où ils sont partis. À partir du 1er janvier 2020, il y aura des maisons France Service qui seront labellisées dans un certain nombre de cantons de France, qui vont remettre les services publics, Pôle emploi, la Poste, les finances publiques, la CAF et d'autres, vraiment à proximité de chaque citoyen. Ça, c'est aussi une réponse à la crise des Gilets jaunes. Il y a encore d'autres choses sur lesquelles nous travaillons, notamment sur la transition écologique. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place. Il y a notamment ce conseil du climat avec 150 citoyens qui vont être mis en place à partir du 5 et 6 octobre pour réfléchir pendant 6 mois sur les problématiques de transition écologique et comment on peut accélérer cette transition écologique dans notre pays. Donc là-dessus, on est toujours à l'écoute des citoyens. Moi, j'ai rencontré énormément de citoyens en porte-à-porte, sur les marchés, également dans ma permanence avec cette crise de Gilets jaunes, et je continue ce chemin-là. Et sur tous les sujets qui nécessitent, on agit, on est présent, et donc on est à l'écoute et vraiment pleinement mobilisé pour transformer le pays, comme on s'y est engagé quand on a été candidat en 2017, et faire en sorte que cette crise Gilets jaunes, mais en fait qui est la crise d'une certaine partie de la France qui se sent en déclassement, puisse vraiment se résorber dans les années qui viennent. Oui, petite incursion sur la transition écologique. Qu'est-ce que vous demandent les gens, justement, parce qu'on parle, la crise des Gilets jaunes a été déclenchée par l'augmentation du carburant, donc des énergies fossiles. Concrètement, comment on peut justement accélérer cette transition écologique? On voit en Seine-Maritime les chantiers sur les éoliennes, ça fait 10 ans qu'on attend de voir des éoliennes en mer. Ça bouge, d'ici 2022, vous en verrez. Ça bouge, mais beaucoup. ça fait quand même 10 ans par rapport aux pays européens, vous avez l'Allemagne, raison. les pays scandinaves qui arrivent à sortir des champs d'éoliennes en 4 ans ou 5 ans. En France, on met plus de 10 ans. Mais parce qu'on a des procédures, éolienne parce en mer. qu'on écoute beaucoup de gens, parce que voilà, on a simplement un processus qui est plus long, parce qu'on a un processus qui est peut-être plus démocratique et qui essaye de mieux prendre en considération les parties prenantes. Sur la transition écologique, il faut que chaque citoyen ait conscience du fait que le modèle sur lequel a été basée notre croissance depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il doit être adapté, il doit transiter pour aller vers un modèle beaucoup plus vertueux pour l'environnement, avec des objectifs qui sont très concrets et que nous inscrivons dans la loi. Le premier, c'est qu'on doit engendrer une baisse des émissions de CO2 dès maintenant, avec l'idée qu'on atteigne en 2030
une division par 6 de nos émissions et en 2050 la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est une situation dans laquelle l'ensemble des émissions qui sont générées par l'humanité sont compensées par la nature, les forêts, les océans et la captation de carbone. Pour ça, on met en place un certain nombre de mesures depuis 2 ans qui permettent d'agir sur les différents sujets, sur la mobilité, sur les énergies, sur la rénovation énergétique des bâtiments pour éradiquer les passoires thermiques en 10 ans, etc. Ce sont de mesures qui sont très concrètes et sur lesquelles on pourra certainement évoquer certains sujets. Mais si vous voulez, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'un océan, c'est une somme de gouttes d'eau. Et il faut que chacun, à l'échelle à notre échelle, nous puissions vraiment créer cette goutte d'eau qui permettra de générer cet océan. Et si les 67 millions de Français, si les 500 millions d'Européens et si les 6 milliards d'êtres humains de cette planète vraiment se posent la question chaque jour de comment je fais en sorte de pouvoir moins consommer de carbone, eh ben on arrivera à mener cette transition énergétique sans que ce soit une rupture complète de modèle. Juste un petit exemple très concret. Pendant l'été, c'est peut-être passé inaperçu parce que les gens avaient la tête à autre chose. On a évoqué beaucoup la rénovation des bâtiments, notamment des maisons. Parce qu'on est en train de voter une loi pour éradiquer les passoires thermiques. Ça passe par là. Et les fédérations de bâtiments ont été très réservées par rapport aux nouveaux critères qui sont basés sur une prime au mètre carré en fonction du type de rénovation, sur les fenêtres, les greniers, les caves. Est-ce que ce système il sera plus juste et il permettra surtout de déclencher justement une envie chez les Français, donc monsieur et madame tout le monde, de rénover sa maison, son appartement qui est ancien et qui a besoin justement d'être moins énergivore? Alors, vous avez raison, c'est un sujet qui est extrêmement important. Aujourd'hui, une des premières sources d'émissions de CO2, c'est effectivement les bâtiments qui sont des passoires thermiques. Donc ça veut dire que vous chauffez, mais le chauffage s'évapore et donc du coup vous chauffez deux fois plus. Et donc on a l'idée d'éradiquer ces passoires thermiques. Parce que, vous savez, il y a un indicateur énergétique et tout ce qui est au-dessus de E, donc au-dessus de 330 grammes de CO2 par mètre carré, donc vraiment les bâtiments les plus polluants, on veut qu'ils disparaissent d'ici à 10 ans avec un plan en 3 phases où on va mettre déjà des incitations. Donc c'est là qu'on revient sur ce que vous évoquez. Ensuite, il y aura des obligations et ensuite des interdictions de mise en location et des problèmes. Et aussi, ils auront des problèmes pour revendre leur logement, pour vraiment les inciter tout le monde à agir sur ces logements. Et donc dans ce cadre-là, on met en place une incitation parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il existe ce qu'on appelle le CITE, le crédit d'impôt sur la transition énergétique, qui permet de réduire de 30% du montant de ces travaux via une réduction sur l'impôt sur le revenu pour dès qu'on fait des travaux avec une part de rénovation énergétique des bâtiments. Sauf qu'on se rend compte qu'en fait, avec cette mesure-là, on n'est pas dans l'efficacité énergétique. Donc on veut vraiment être dans l'efficacité énergétique, sachant en plus que une grande partie de ces sommes qui sont versées aujourd'hui aux citoyens, elles sont versées aux citoyens qui ont le plus de revenus, alors que ceux qui sont les plus en précarité énergétique, c'est souvent ceux qui sont les plus pauvres. Donc on a décidé de changer de logique, et souvent les plus pauvres, ils n'ont pas d'impôt sur le revenu à payer, donc ils n'ont pas à recevoir ces revenus, et surtout, ils n'ont pas forcément les moyens financiers de pouvoir avancer la somme des travaux pour ensuite se faire rembourser. Donc on a décidé de changer de logique et de partir sur le sujet d'une prime. En gros, plutôt que de payer 100% du prix, vous allez payer X% du prix en fonction de la nature des travaux. Plus les travaux seront vertueux pour l'environnement, moins vous aurez à payer de votre poche. Et donc, avec cela, on va vraiment mettre en place une dynamique vertueuse pour faire en sorte que beaucoup de personnes soient incitées à faire ces travaux, parce que derrière ces travaux, c'est des économies, parce que vous allez consommer moins de chauffage et moins d'électricité, et donc du coup, vous allez faire des économies. Et donc, vous allez beaucoup plus facilement intégrer le coût des travaux dans votre pouvoir d'achat naturellement. Là-dessus, la ministre en charge du dossier, qui est Emmanuelle Wargon, s'est engagée à ce que les sommes qui sont aujourd'hui dédiées à la rénovation énergétique des bâtiments soient sanctuarisées. C'est-à-dire, je crois que c'est un volume de 2 milliards d'euros chaque année qui sont dépensés pour la rénovation énergétique des bâtiments des particuliers. Cette somme-là sera la même l'année prochaine, mais avec un fonctionnement différent pour plus de justice sociale, en allant plus vers les publics qui sont effectivement les plus en demande, et surtout avec plus d'efficacité énergétique pour que, quand l'État dépense 1 euro pour rénover un bâtiment, que vraiment ça ait un impact très fort sur la consommation du bâtiment. Quand on est parlementaire En Marche et qu'on attaque la deuxième partie du quinquennat d'Emmanuel Macron, oui. Comment on se sent? Et on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, quelques achoppements à l'Assemblée nationale, certains de vos collègues qui n'étaient pas toujours d'accord.
Mais c'est normal. Richard Ferrand a dit qu'une abstention, c'est un péché véniel, un vote contre, ça serait un péché mortel. Est-ce que vous craignez plus de dissension et l'apparition éventuellement pourquoi pas, d'un groupe de frondeurs comme l'a connu François Hollande lors de son quinquennat? Attendez, il ne faut pas confondre. Moi, ça me fait rire parce qu'au début du quinquennat, on disait vous serez des députés godillots, vous ne serez là que pour voter en levant la main, tout ce qui est proposé par le gouvernement. Et on se rend compte qu'à l'usage, il ne se passe pas du tout ça. Et maintenant, c'est l'inverse. On a l'impression qu'on va être tous dans la fronde et qu'on va être contre le président ou contre le gouvernement. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a des débats dans ce groupe et qu'on arrive tous avec nos positions, avec nos valeurs, avec nos connaissances, nos expertises et qu'on les met en commun et que parfois, effectivement, ça crée des frictions parce qu'on a nos valeurs qui sont parfois différentes et qu'on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui est voté. Et c'est la liberté de chacun. Après, effectivement, quand on appartient à un groupe et qu'on vote contre certains textes qui sont des textes fondateurs, par exemple, quand on vote contre un budget, c'est un acte très fort d'opposition. Et donc, on considère qu'on ne peut plus rester dans le même groupe. Après, c'est quand on est sur des sujets comme par exemple sur la PMA, si quelqu'un vote contre ou qui s'abstient, on ne va pas l'exclure parce que c'est normal, il a le droit d'avoir des valeurs qui sont différentes. On n'empêche pas de pouvoir penser différemment. Et donc ça, c'est toute la richesse de notre groupe. Après, effectivement, c'est un groupe où il y a beaucoup de débats, surtout en interne, qui ne sortent pas beaucoup, mais parfois ça sort. Et c'est bien parce que les Français se rendent bien compte qu'on n'est pas un groupe qui a un monolithe qui vote toujours la même chose. Donc là-dessus, moi, je ne suis pas du tout inquiet. On continuera d'avoir des débats comme on a toujours eu depuis 2 ans. Et sur mon état d'esprit personnellement, moi, je vais vous dire, je suis combatif. On est en action depuis 2 ans. On commence à voir les effets de nos réformes. Sur le chômage, il était à 9,5 quand on est arrivé, il est à 8,2. On devrait tenir l'objectif d'à 7% si tout se passe bien. On voit bien que l'économie française, elle repart. On était dans les bas du classement en termes de croissance vis-à-vis des autres pays européens. On est aujourd'hui dans les très hauts de classement. On va faire cette année 1,3 à 1,4% de croissance. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne vont être à des niveaux qui sont autrement inférieurs. Les choses s'améliorent. Le pouvoir d'achat des Français s'améliore. Au niveau de l'école, il se passe des choses formidables. Je pense qu'on s'en rendra compte que dans 10 ou 15 ans, parce que malheureusement, ça prend beaucoup de temps pour se rendre compte que quand les élèves, quand ils sortent du CP, ils savent lire et écrire. Après, c'est ce qui leur permettra d'avoir des études supérieures, de pouvoir s'insérer dans la société. Ça va prendre du temps. Mais en tout cas, moi, je vois que les réformes qu'on a mises en place commencent à produire leurs effets. Maintenant, il faut qu'on retourne vers les Français, qu'on aille leur dire, regardez, on agit, ça a ses effets et vous avez bien fait de voter pour nous et on continue parce qu'on n'a pas fini, on est élu jusqu'en 2022 et on agira jusqu'en 2022, on a encore beaucoup de réformes très importantes à voter. Vous avez cité la retraite, il y a également la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Et là-dessus d'ailleurs j'en profite, j'organise une réunion publique le 23 septembre prochain sur ce sujet fondamental de l'économie circulaire contre le gaspillage qui sera à la mairie annexe Pasteur à partir de 19h. J'invite toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent à vraiment à venir nous voir et échanger avec les personnes qui seront là ce soir-là pour ce sujet qui est extrêmement important. On a un grand sujet sur la transition écologique qui est vraiment majeur, sur lequel je vous dis il y a les 150 citoyens qui vont être réunis pour réfléchir sur ce sujet et vraiment toute une société qui doit être derrière pour porter ce sujet et réussir cette transition écologique. Il se passe énormément de choses et moi je vais vous dire, j'ai passé un été assez court mais très reposant. Je suis extrêmement prêt pour affronter cette rentrée et je suis impatient de pouvoir vraiment rentrer dans le dur des sujets pour pouvoir aller à la rencontre des Français et faire en sorte qu'on puisse transformer ce pays. Cette réunion publique, ce serait presque une réunion d'un futur candidat à la mairie de Rouen. Vous ne le serez pas. Ça n'a rien à voir, mais voilà. Mais ça serait un beau sujet, puisque c'est en plus ça a du sens sur la métropole de Rouen qui a engagé une réflexion suite à la COP21 sur un mouvement justement très écologiste. Parlons des municipales à Rouen là. Est-ce que finalement la République en marche n'est pas un parti un petit peu comme les autres, avec une commission d'investiture qui fait des choses qui ne sont pas forcément comprises par les militants? On voit à Paris le cafouillage avec Benjamin Griveaux qui a été investi et finalement Cédric Villani se présente. À Bordeaux, Thomas Cazenave ne fait pas l'unanimité. Parmi les marcheurs, si. Oui, parmi les marcheurs, oui. Mais dans d'autres membres de la majorité, c'est pas forcément compris. Ah bah après, chaque parti est souverain. Et en Seine-Maritime, on a les noms tardent à tomber. Qu'est-ce qui va se passer? À Rouen, à quelle date on peut imaginer que le soutien à l'investiture sera connu? Au Havre, qu'en est-il? Est-ce que Jean-Baptiste Gastine est un candidat Macron compatible? Est-ce que vous avez des petites choses à nous annoncer concernant ces deux grandes villes? Vous parlez de 3 choses différentes. Parlons de Paris, après on fera un détour par la Normandie. À Paris, mon sentiment, c'est que la Commission nationale d'investiture, elle a fait un choix trop tôt. Et surtout, la Commission nationale d'investiture, elle était biaisée pour le cas de Paris.
C'était un élément que a mis en avant Villani dès le début du processus, et je pense qu'il a effectivement un peu raison. Cette CNI, elle n'a pas pris une décision qui soit la meilleure. En plus, avec l'unanimité pour Griveaux, c'est un peu bizarre. Donc, moi, je comprends le sentiment de Villani de se sentir un peu floué et du coup se lancer en campagne, même si je trouve que c'est un peu dommageable que de se lancer alors même qu'on a accepté un processus interne de procédure en disant je soutiendrai le candidat qui ressortira de cette procédure. Donc pour Paris, voilà, là-dessus après chaque candidat fait ce qu'il veut. Le candidat investi aujourd'hui par La République En Marche pour Paris, c'est Benjamin Griveaux, et on verra bien en début d'année prochaine ce qu'il en est. Pour Rouen, je veux dire, je pense pas du tout qu'on soit un parti comme les autres. Au contraire, je pense qu'on est le seul parti en France qui a une procédure aussi démocratique. On a mis en place une procédure avec une commission départementale d'investiture, avec les parlementaires, le référent et d'autres acteurs qui réfléchissent, qui proposent des candidats et qui donnent son sentiment sur chaque candidat. Pour Rouen, on a 3 candidats qui ont été remontés à la CNI, Robert Picard, Jean-Louis Louvel qui est actionnaire de Paris-Normandie, comme ça vous évite de le dire, et Marine Caron. Et ensuite, la Commission nationale d'investiture, elle est chargée d'étudier les 3 candidatures et également de faire en sorte de pouvoir choisir le candidat en fonction des retours que nous avons fait au niveau départemental. Je peux vous annoncer d'ores et déjà que le 10 septembre prochain, les 3 candidats seront auditionnés par la Commission nationale d'investiture, par les membres de la Commission nationale d'investiture, en vue de la prise de décision pour Rouen. Cette prise de décision devrait intervenir dans les jours qui viennent, au plus tard d'ici la fin du mois de septembre. Voilà, les choses sont très claires, elles sont très démocratiques, tout le monde est au courant, tout le monde est conscient de ce qui se passe, et on prend notre temps parce que nous, on veut faire en sorte d'avoir le meilleur candidat pour Rouen. Pas celui qui permettra de sauver les meubles, celui ou celle, évidemment, qui sera en capacité de vraiment mener un projet pour notre ville, pour la métropole, qui soit vraiment quelque chose de très différent de ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Mais est-ce que c'est facile de faire une campagne après en local, lorsque le choix finalement des décideurs locaux est différent de la Commission nationale? Mais attendez, vous savez, on intègre tous un processus et après, on est dans un système démocratique. Je veux dire, moi j'ai été élu député. Vous savez, on a un premier tour, il y a différents candidats, puis après il y a les 2 meilleurs candidats qui sont au second tour et il y en a un qui est élu. Le fait est que les citoyens de la première circonscription ont fait le choix de me choisir comme député. Mais c'est pareil pour une démocratie interne. Il y a différents candidats, on choisit les candidats, et puis à un moment donné, il y a un choix qui est fait. Et après, si le choix, il n'est pas fait en fonction du sens du vent le jour du choix. Non, il est fait en fonction de critères objectifs, en disant que c'est vraiment celui ou celle qui a la capacité de mener la meilleure campagne, le meilleur collectif, et d'avoir le projet le plus en adéquation avec les aspirations des Rouennais et des Rouennaises. Et donc c'est ce que nous ferons, et j'ai aucun doute sur le fait que nous serons tous d'ailleurs le candidat qui sera retenu par la Commission nationale d'investiture. Et vous n'avez pas été tenté, vous, par Rouen, personnellement? Mais je suis évidemment tenté par cette ville, mais ça je l'ai toujours dit depuis très longtemps. C'est la ville où je vis, c'est la ville où je suis tous les jours, c'est la ville où je rencontre des citoyens. Qu'est-ce qui vous a empêché finalement de vous lancer? Mais je n'ai pas été empêché. Vous vous êtes empêché. Non, je ne me suis pas empêché. Je participerai activement à cette campagne et j'apporterai toute l'expertise que je peux avoir pour cette campagne. Après, vous n'êtes pas sans savoir que je suis aujourd'hui député. Jusqu'en 2022, si le président de la République décide de ne pas dissoudre l'Assemblée nationale. Et voilà, je suis largement plus qu'occupé. Vous auriez pu faire un choix. J'ai fait un choix. Vous auriez pu dire finalement le mandat municipal et métropolitain potentiellement après et m'intéresse peut-être encore plus mais que cette mission encore une parlementaire. fois, je n'ai jamais dit que ça ne m'intéressait pas. Après, j'ai pris un engagement, je m'y tiens. Je suis un député qui est très content et surtout qui est très mobilisé pour faire en sorte qu'on réussisse ce quinquennat, pas pour la majorité, pas pour Macron, mais pour notre pays, pour les Français. Donc voilà, et là-dessus, moi je m'engagerai pleinement dans cette campagne, avec quel que soit le candidat qui sera retenu par la Commission nationale d'investiture, parce que quoi qu'il arrive, entre Robert, Marine ou Jean-Louis, j'apprécie les 3, je connais leur capacité à fédérer, leur capacité à réfléchir et à mener un projet qui soit pertinent pour Rouen, donc j'ai aucun doute qu'on arrivera tous ensemble à mener un projet qui soit bénéfique pour la ville. Édouard Philippe sera ce week-end, il viendra dimanche en clôture du campus des territoires, un peu l'université d'été des marcheurs qui se déroulera à Bordeaux, une ville où on parle aussi de lui, on a parlé de lui à une époque, on a parlé de lui à Paris. On aime bien parler de lui un peu partout. Voilà, on parle de lui aussi au Havre. Est-ce que vous savez ce que va faire Édouard Philippe et qu'est-ce qui va se passer au Havre avec aujourd'hui un maire qui est plutôt catalogué comme un maire de droite,
d'une droite assez dure. Est-ce que c'est un candidat potentiellement qui pourrait être investi ou soutenu par la République En Marche Alors, si Édouard Philippe faisait le choix de ne pas y je aller? vais vous diffuser une exclusivité. Je pense que Édouard Philippe, tant que le président de la République lui fera confiance, il sera Premier ministre. Voilà. C'est mon exclusivité pour vous, Paris-Normandie. Je pense qu'il sera Premier ministre jusqu'à ce que le président décide éventuellement de s'en séparer parce qu'il aura jugé que ce sera pertinent. Vous savez... Aujourd'hui, on sent pas d'effritement entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Mais évidemment. Avant les européennes, on l'annonçait partant. Suite aux européennes, on a plutôt l'impression qu'Édouard Philippe a regagné j'ai jamais cru au départ potentiel d'Édouard Philippe. Je pense que la question pourra se poser éventuellement après les municipales, mais pas avant, parce qu'on n'a pas encore fini de mettre en place l'ensemble des réformes de notre programme présidentiel. Donc c'est normal que le Premier ministre qui s'est engagé dès le premier jour, avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup de pertinence et franchement, disons-le, avec un style qui est extrêmement particulier. Justement, est-ce qu'il y a meilleur Premier ministre qu'Édouard Philippe aujourd'hui? Mais moi, Est-ce que potentiellement, vous avez le successeur d'Édouard Philippe? Mais moi, je vais vous dire, je ne suis pas un philippiste d'origine, mais j'adore notre Premier ministre. C'est vraiment l'homme de la situation pour seconder Emmanuel Macron dans ce quinquennat. Donc, à ce jour, les deux forment un binôme qui est exceptionnel. Le président de la République s'occupe de la stratégie et le Premier ministre s'occupe de l'opérationnel. On a une répartition des rôles qui est idéale. Je crois d'ailleurs que les Français s'en rendent bien compte. Et voilà, on est dans l'action. Il y a eu un séminaire gouvernemental cette semaine qui a lancé cet acte 2 du quinquennat. Et voilà, les choses se passent sereinement. Après, vous connaissez l'attachement du Premier ministre à sa ville du Havre. Il aura évidemment un rôle à jouer qui est important. J'imagine qu'il sera à une position sur la liste au Havre. Après, c'est sa décision personnelle. Et voilà, nous verrons bien ce qu'il choisit. Mais comme n'importe quel ministre, il sera de toute façon pleinement engagé en tant que Premier ministre, au moins jusqu'au mois de janvier. Et après, il prendra ses décisions personnelles. Mais ce n'est pas à moi, député de la majorité, de m'exprimer sur ce sujet. Et sur les villes moyennes en Seine-Maritime, qu'est-ce qui va se passer? Vous en êtes tout de votre action? Alors, vous n'êtes pas avec des maires en place? Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons déjà annoncé 2 communes, oui, Bois-Guillaume avec Philippe Couvreur et Yvetot, pas plus tard que mardi avec Cécile Gaillet, rencontrer là, vraiment, c'est quelqu'un qui est formidable. Et donc, nous aurons d'autres annonces qui vont intervenir dans les prochaines semaines. Je ne peux pas vous en dire plus parce que ce n'est pas mon rôle. Je vous invite à rencontrer pour cela Maxime Boissière, qui est le responsable départemental du mouvement et président de la commission départementale d'investiture, si vous voulez en savoir plus. Mais il y aura des annonces qui seront faites. Après, nous sommes, vous savez, on est des pragmatiques. Mais est-ce que vous êtes toujours à géométrie variable avec des maires que vous avez pu rencontrer, qui sont en poste et qui vont réclamer à minima un soutien, peut-être pas une investiture, et vous dites... Celle-ci, celui-ci, effectivement, on peut travailler, on ne va pas forcément investir quelqu'un de nouveau sur... Ce qui est fondamental pour nous, c'est, si on parle de maire sortant, c'est de savoir s'il partage nos valeurs. Donc c'est le critère de loyauté que vous allez imposer? C'est pas du tout ce que je viens de dire. Je vous dis, partage nos valeurs. Est-ce qu'il est progressiste? Est-ce qu'il veut la réussite du pays? Je ne dis pas la réussite de Macron, je dis la réussite du pays. Est-ce qu'il veut vraiment que ça bouge? En fonction de ça, s'il partage nos valeurs, on regarde le bilan. Si le bilan est bon, ou si le bilan il est plutôt bon, on se dit pourquoi pas. Après, vous n'êtes pas sans savoir que nous, on est très ouverts, mais d'autres partis politiques sont assez fermés à notre égard. Quand moi, j'entends les socialistes dire je ne ferai aucun accord avec la République en marche. Les écologistes aussi. David Cormand l'a encore répété. Oui, mais ça, les écologistes, c'est un peu plus compliqué parce qu'on voit bien qu'il y a 2 partis écologistes. Il y a le parti écologiste de Jadot, qui veut faire du Macron en 2019. Et puis, on a Cormand qui est, sur la vision historique du Parti écologiste, quelque chose d'extrêmement à gauche et qui est un peu, à mon avis, moins porteur. Mais bon, dogmatique. Oui, en tout cas, effectivement, dans une radicalité que je ne partage pas du tout. Moi, je suis pour la transition écologique, mais pas du tout de la même manière que lui. Et puis surtout, ils sont comptables des résultats. Ils ont été pendant 5 ans en gouvernement avec les socialistes au niveau national. Quel est leur bilan? Une fois qu'on a enlevé la COP21, franchement, assez triste. Pareil au niveau local. La majorité à Rouen, c'est une majorité écolo-socialiste. Excusez-moi, mais le grand échec de ce mandat municipal, c'est quand même la transition écologique à Rouen. On est à des années-lumière de ce que font d'autres communes de même taille, de même moyens. Sur tous les aspects de la transition écologique. Donc, et là-dessus, ils ne peuvent pas s'en laver les mains, les écologistes à Rouen. Il faut qu'ils assument un peu le bilan. J'ai entendu M. Bérégovoy dire « dès que c'est mauvais, c'est pas moi ». Ben oui, mais c'est facile.
Vous faites partie de la majorité. Si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi n'avez-vous pas quitté cette majorité bien avant les élections municipales? Il y a quelques semaines, on inaugurait des places à Rouen dans le cadre, vous savez, d'Action Cœur de Métropole, où on a... Et notamment, il y a aussi le parvis de la gare. Ils ont décidé de boycotter l'inauguration du parvis de la gare en estimant que ce n'était pas suffisant par rapport à la transition écologique. Mais qu'aurait-on aimé qu'ils le disent plus tôt? Qu'aurait-on aimé qu'ils influencent le projet initialement pour qu'effectivement on n'ait pas des îlots de chaleur comme nous avons aujourd'hui, mais plutôt des îlots de fraîcheur, qu'on ait beaucoup plus de biodiversité, beaucoup plus de nature. On est une ville qui est extrêmement minérale. Est-ce qu'il était nécessaire de rajouter de la minéralité là où on n'en avait pas? Je ne pense pas. Je pense qu'on aurait pu mener à bien ces projets en ayant beaucoup plus à l'esprit les îlots de fraîcheur pour se préparer aux grosses chaleurs que Rouen va subir de plus en plus dans les années qui viennent. Et donc là-dessus, il faut vraiment mener les sujets avec efficacité. Et donc, le grand échec pour moi de la municipalité de Rouen, c'est vraiment ça, cette transition écologique. On n'a pas fait le début du commencement de ce qui doit être fait pour rendre cette ville durable. Donc, sur les mobilités, sur les déchets, sur les rénovations des bâtiments publics, par exemple. Donc le candidat ou la candidate qui sera investi devra avoir une fibre écologiste. Mais ça, je vais vous dire, tout le monde a une fibre écologiste. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la manière dont cette fibre écologiste va se porter. Matérialiser dans le projet, qui sera justement. Et moi, ce que j'entends, ce que nous disaient par exemple les Gilets jaunes, ils nous disaient, on est pour la transition écologique, mais on veut pas qu'on nous impose quelque chose de nouveau d'un coup où on se dit, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on paye des impôts, des taxes ou des contraintes, et est-ce qu'on ne pourra pas rentrer dans cette transition? Et moi, je veux qu'on ait une transition écologique où on implique les citoyens, où on soit avec eux, et que on se donne des perspectives de dire, dans 10 ans, on supprime les passoires thermiques, et qu'on a une première phase, on dit, pour arriver à cet objectif, on a une phase incitative. Tous ceux qui veulent agir, on le fait ensemble. Et après, effectivement, si vous n'êtes pas rentré dans cette logique-là, c'est normal que vous finissiez par subir les conséquences. Mais d'abord, il faut avoir une phase incitative où on pousse tout le monde à agir. Donc, vous en parlerez le 23 septembre. Pour finir sur cette note d'agenda, le 23 septembre, à l'avenue Pasteur, et vous serez peut-être en mesure d'accueillir le candidat de votre parti. Mais j'accueillerai les 3 candidats potentiels, même s'il n'y en a qu'un qui est retenu au final. Les 3 seront évidemment invités à cet événement. Et surtout, au-delà de ces 3 personnes, ce qui compte, c'est que l'ensemble des Rouennais qui se sont concernés par l'économie circulaire, par le gaspillage, ou qui veulent en savoir plus, viennent pour comprendre un peu mieux ce sur quoi nous allons agir dans les prochains mois. Très bien, écoutez, je vous remercie Damien Nain d'être passé par le merci à vous de m'avoir invité ce vendredi matin. Donc je rappelle que vous serez à Bordeaux au Campus des Territoires ce week-end. Évidemment. Et puis sûrement très bientôt sur ce plateau pour une nouvelle émission. On sera ravis de vous retrouver avec plaisir. Dans quelques semaines pour refaire le bilan et reparler des sujets d'actualité. Et à très bientôt sur parisnormandie.fr. L'invité de la rédaction est de retour sur l'antenne. Et d'autres invités se succéderont sur ce plateau au cours des prochaines semaines qui ne manqueront pas d'être très animés. À bientôt.